8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Pierre-Yves Cadalin. Il est coordinateur de la France Insoumise à Brest. Il est également candidat du nouveau Front Populaire aux législatives dans la deuxième circonscription du Finistère, à savoir Brest-Centre. Et il est venu exprès pour être avec nous en direct ce matin au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour Pierre-Yves Cadalin. Bonjour, merci à vous de votre invitation. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Les législatives, ça va très vite. Législative anticipée, cette dissolution un peu inattendue, il faut bien le dire, au soir du 9 juin, avec les résultats que l'on sait aux élections européennes. Alors on va en parler, et on va parler aussi du programme de ce nouveau Front Populaire, puisque voilà, c'est le titre qu'il s'est donné, cette union de la gauche qui fait couler beaucoup d'encre. J'avais envie de vous entendre quand même, Pierre-Yves Cadalin, sur ce résultat assez important, on peut même dire cette vague bleu marine en France, et plus inattendue en Bretagne. La situation qui a été posée par le scrutin du dimanche 9 juin a été une situation qui a plongé le pays dans un état de sidération. En réalité, des millions de nos concitoyens se sont dit l'extrême droite est à un niveau sans précédent. C'était le premier moment suivi des résultats. Et dans un deuxième temps, une heure après, le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée nationale et donc de plonger le pays pour quelques semaines dans une situation de très grande incertitude. En réalité, à ce moment-là, le pays est entré en état d'alerte. Et je l'ai vu, et nous l'avons tous un peu senti autour de nous, chacune s'est posé la question des responsabilités particulières qui étaient les siennes à cette heure. De la sorte, devant vous aujourd'hui, et puis à Brest, Dillers, Boire et Louesnou, j'ai immédiatement pris les miennes au titre d'un grand collectif qui s'est créé et dont j'ai appelé à la création dès le lundi avec Mélanie Thomas, qui est la députée sortante de la circonscription voisine, pour dire il y a besoin d'une unité très large pour un double objectif. Changer la vie en gagnant une majorité parlementaire et ne pas décevoir. Ce sont les deux obligations qui aujourd'hui s'imposent à nous, gagner et ne pas décevoir. Car si nous gagnons, nous battons le Rassemblement national maintenant. Et si nous changeons la vie en appliquant une politique, celle que nous avons décidée avec notre programme que nous avons en commun, eh bien, nous battons le Rassemblement national à long terme. Car il est temps de montrer à nos concitoyens que la politique peut vraiment satisfaire les besoins que nous avons au plan social et au plan écologique. Alors, j'allais vous dire, il y a eu un message d'alerte. On a compris que les Français, 7 millions quand même, qui ont voté pour le Rassemblement national. On peut évidemment penser que tous ces Français ne sont pas racistes ou homophobes ou n'ont pas de velléité, parfois même de faire de la politique, mais sont fatigués d'une politique dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, une politique qui ne répond pas à leurs attentes. Et les attentes sont importantes. On va parler de pouvoir d'achat, attente sociale, vous l'avez dit Pierre-Yves Cadalin, le pouvoir d'achat aujourd'hui et l'immigration sont les deux thèmes qui sont arrivés au niveau des préoccupations des Français. Alors sur le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est difficile, l'inflation est là, la vie est compliquée, les gens n'arrivent pas à se loger, n'arrivent pas parfois à payer leurs factures et l'électricité, l'énergie en particulier. Ce sont des dossiers importants et urgents à traiter. Oui, tout à fait. Je vais en dire un mot, mais je réagis à votre question d'un mot d'abord, car la situation est d'une gravité exceptionnelle. Et lorsque vous dites, effectivement, certains votes n'étant pas nécessairement racistes, etc., sans doute qu'il y a des électeurs qui fonctionnent ainsi, mais moi je veux lancer un message. Un bulletin de vote pour le Rassemblement national n'est pas neutre. Il n'est pas neutre de voter pour un parti qui a été fondé par des nazis. Il n'est pas neutre de voter pour un parti dont le principe même d'action est celui de diviser le pays, de monter les gens les uns contre les autres. Et il n'est d'autant moins neutre de le faire qu'aujourd'hui, existe une alternative au macronisme, celle qui est posée par le nouveau Front populaire. Il y a la possibilité d'un autre chemin. En réalité, nous le sentons toutes et tous, l'après-Macron a commencé. Désormais, les 30 juin et 7 juillet, il y a deux choix pour le pays. Le Rassemblement national ou le nouveau Front populaire. Et j'appelle à une mobilisation massive, notamment de la jeunesse, pour choisir le chemin de l'espoir, le chemin positif, et pas celui, j'ai envie de dire, de l'automutilation. Parce que si le pays s'abandonne au Rassemblement national, il se détruit lui-même. Et en plus, sur les sujets quotidiens sur lesquels vous m'interrogez,
les solutions réelles sont du côté du nouveau Front populaire. Le pouvoir d'achat, blocage des prix sur les produits de première nécessité, notamment sur l'énergie. Augmentation du SMIC à 1 600 € net. Là, je parle du mois prochain. Augmentation du SMIC dans quelques semaines si nous avons la majorité parlementaire. Tout à fait. Et d'ici l'automne, loi d'indexation des prix, des salaires, sur les prix. Augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 10%. Vous voyez qu'il y a des mesures extrêmement concrètes. Alors que se passe-t-il côté Rassemblement national? Tout d'un coup, sentant peut-être approcher la possibilité d'accéder au pouvoir, et nous ferons tout pour les en écarter, pour qu'il ne l'ait pas dans les élections qui viennent, eh bien, voici le Jordan Bardella recule sur toutes les dispositions pseudo-sociales de son programme. Ainsi, la TVA, on verra plus tard pour la baisser. L'impôt sur le revenu exonéré pour les plus jeunes. Ah bah non, finalement, il n'y a plus. Et pourquoi ? Car, on peut se dire, de toute façon, ils n'ont jamais vraiment cru à cela, ils n'ont jamais défendu des options sociales. Ça, c'est une chose. Ils ont été pris de court, selon vous ? Oui, et puis surtout, ils fonctionnent sur une logique qui est quand même curieuse quand on regarde leur politique économique et budgétaire. C'est qu'ils prévoient des dépenses sociales sans prévoir de recettes en face. Et donc, ça ne marche pas. Et pourquoi ne prévoit-il pas de recettes ? On peut se demander. Eh bien, la réponse est simple. Comme l'extrême droite toujours au XXe siècle et aujourd'hui désormais, elle ne souhaite jamais, jamais, jamais toucher aux intérêts des plus riches. Elle est la carte de joker, si vous voulez, des Bolloré, des Arnaud, de tous ces milliardaires qui se sont gavés sous le macronisme et qui souhaitent continuer à se gaver tranquille. Et tant pis si c'est pour que des Arabes, des Noirs et des homosexuels se fassent taper dans la rue. C'est ça la réalité de l'extrême droite et de la violence qu'elle emporte avec elle dans la société. Et donc, si vous voulez, cette extrême droite, elle déroule son programme et maintenant elle se dit le social on va oublier, puisque la condition d'une politique sociale, et c'est la fondation même du programme du nouveau Front populaire, la condition d'une politique sociale, c'est le partage des richesses. C'est l'impôt sur le revenu qu'on porterait à 14 tranches pour qu'il soit plus progressif. C'est la CSG, la contribution sociale généralisée, qu'on paye toutes et tous par rapport à notre salaire, etc., pour la Sécu. Elle la rendre progressive aussi. C'est une taxation sur les plus hauts patrimoines et sur les super profits. Que les gens qui nous écoutent le comprennent. Les prix ont augmenté beaucoup ces derniers temps. Et ils ont augmenté du fait de l'augmentation très forte. C'est la moitié de l'augmentation des prix qui est expliquée par l'augmentation des profits. Donc il faut arrêter, il faut encadrer les profits d'un côté et augmenter les salaires de l'autre. C'est comme ça que la société aussi ira mieux. Et c'est comme ça, encore une fois, je le redis, qu'on va concrètement faire reculer le Rassemblement national. Dans mon appel aujourd'hui que je lance à votre micro, il s'adresse à tous les humanistes et tous les républicains en disant dès le premier tour, faites le choix du nouveau Front populaire, de cette large alliance sociale et républicaine contre le Rassemblement national. Et c'est de cette manière, en appliquant une politique qui s'inscrit dans la République sociale, eh bien que nous pourrons faire reculer à long terme le Rassemblement national. Alors sur l'immigration, qui est un des chevaux de bataille du Rassemblement national et de Reconquête également, avec cette crainte aussi des Français, on l'entend, cette crainte d'un saut dans l'inconnu, d'un grand remplacement, certains le qualifient ainsi. Qui est un terme vraiment là qui vient de l'extrême droite. Voilà, alors je le reprends non pas à mon compte. Oui, j'entends bien. Je fais le descriptif. Justement, ce grand remplacement, cette crainte, cette peur finalement des Français, comment y répondre ? Si vous voulez, il y a quelque chose de pourri dans l'ambiance, dans l'espace public autour de ces questions-là. Moi, je viens de Brest. Brest est un port. Et Brest a une tradition d'accueil. D'ailleurs, lorsqu'on se balade, il y a toujours des marins qui passent par Brest. Nous avons une grande histoire de ce point de vue. La France, elle s'est construite par des vagues successives d'immigration, de personnes qui sont venues. C'est marrant, par exemple, vous parliez de Reconquête et tout Zemmour a une obsession sur les Gaulois, etc. Bon, alors tantôt on est content parce que on était les Gaulois, tantôt les Romains. Donc, il faut savoir. Et puis d'ailleurs, on est tous sortis d'Afrique à un moment. L'être humain, on vient tous de là-bas. Donc bon, ces fantasmes, si vous voulez, identitaires, sont un peu maladifs. Mais le problème, c'est que ils sont obsessionnels, mais cette obsession est relayée notamment par celui qui est supposé être le garant de l'unité nationale, le président de la République.
Aujourd'hui, le président de la République trouve cela malin, et moi je trouve cela très curieux, de faire une campagne législative. Ce qui devrait être le rôle de son Premier ministre. Le président doit être au-dessus de la mêlée. Et au lieu de cela, il vient notamment à l'île de Sein dire la gauche est immigrationniste, reprenant à son compte encore une fois un terme de l'extrême droite. Donc on se demande d'ailleurs s'il veut faire dans la perspective d'un second tour aux législatives où il y aurait des triangulaires nombreuses. C'est-à-dire, je l'explique pour celles et ceux qui nous écoutent, des situations où 3 candidats sont en état de se maintenir puisqu'il faut 12,5% des inscrits au premier tour pour se maintenir. Bref, tout cela pour dire que le président ne garantit pas ni l'unité de la République ni le respect des principes républicains lorsqu'il parle comme l'extrême droite. Parce que il n'y a pas dans ce pays une crise, si vous voulez, de la submersion migratoire, il y a une crise de l'accueil. Il n'y a pas assez de moyens mis dans l'accueil des migrants, c'est-à-dire le fait d'apprendre la langue. Donc il faut de l'argent ça pour, je veux dire, pour apprendre la langue. Faut donner des moyens finalement. Mais tout à fait. Tout à fait, parce que c'est l'absence de moyens qui ensuite crée le problème, qui pose des problèmes d'intégration, etc. Je veux dire, et puis l'immigration, s'il faut bien comprendre, c'est un flux. Enfin, les gens vont, viennent, repartent. D'ailleurs, il y a plusieurs millions de Français, me semble-t-il, de mémoire 4. Mais enfin, là, c'est ma mémoire qui ne flanche pas, je vous rassure. Mais il y en a 4 à l'étranger. Donc, quelle est la proposition d'Éric Zemmour ? On leur dit tous de revenir à la maison. On les remigre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Et lorsqu'on parle des questions migratoires, moi je suis très content que récemment Damien Carême ait été élu par exemple député européen avec l'Union populaire. Lorsqu'on parle d'immigration, et n'oublions pas aussi la cruauté terrible que l'Organisation générale du monde impose à celles et ceux qui déjà doivent partir de chez eux. C'est rarement de gaieté de cœur. Et donc il faut. Ben non, imaginez, celles et ceux qui nous écoutent, si on leur dit, partez, puis on ne sait pas si vous reviendrez chez vous. D'où vous venez, avec votre famille, etc. Les gens le font parce que ils n'ont plus les moyens de manger. Les gens le font parce que le climat devient insupportable, parce qu'il y a des guerres. Bref, cette situation-là, si vous voulez, elle est d'une grande difficulté. Elle pose la question de la réorganisation de l'ordre international. Alors ça, c'est une grande question, mais de telle sorte à ce que les gens puissent rester chez eux s'ils le souhaitent. Et ensuite, eh bien, là où aussi il y a un énorme problème, c'est lorsque on ne porte pas secours à celles et ceux qui, par exemple, traversent la Méditerranée. La Méditerranée est devenue un véritable cimetière. Et dans ce cimetière, non seulement sont si vous voulez, ensevelis des dizaines de milliers de corps de personnes venues d'Afrique, mais également nos principes. Parce que l'Europe, si elle veut être l'Europe des droits humains, eh bien, elle doit être à la hauteur de son histoire. Et je crois que c'est l'enjeu aussi de cette élection. Jamais personne au Nouveau Front Populaire a dit abolition des frontières. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire il faut une politique d'accueil qui soit pensée à partir de nos principes humanistes. Il faut pouvoir parler rationnellement d'immigration. Non, nous ne sommes pas submergés. Ça suffit. Tous les travaux universitaires portant sur la question, toutes les statistiques le montrent. Il n'y a que dans la tête d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, que la crainte d'une submersion totale existe. Parce qu'ils sont obsédés par ça, comme Jean-Marie Le Pen était obsédé à la fois par sa haine des Juifs et par sa haine des Arabes, et bien finalement ils sont porteurs de cet héritage-là. Et nous sommes porteurs des grands principes républicains, à savoir la lutte implacable contre le racisme, contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de discrimination. Alors on a entendu beaucoup à l'endroit de la France insoumise, mais plus largement aujourd'hui du Nouveau Front Populaire, des accusations d'antisémitisme, ou en tout cas de ramener dans ses rangs des personnes qui ont ces idées-là. On voit également le NPA qui a rejoint en tout cas le Nouveau Front Populaire. Est-ce qu'il y a eu des maladresses ou est-ce que pour vous c'est simplement de la polémique ? Pour moi, c'est une blessure profonde que dans le débat public se soit instillée cette idée qu'au sein de la France insoumise, il y aurait, et alors d'ailleurs sans jamais faire preuve d'une très grande précision, c'est comme le statut d'une rumeur infamante, il y aurait un soupçon d'antisémitisme, etc. C'est bien entendu faux, cela va bien entendu contre tous les principes
que toutes et tous nous défendons et que nous donnons une bonne partie de notre vie pour les défendre. Donc si vous voulez, je le dis avec gravité parce que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Il nous faut l'abattre tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, je ne parle pas des partis, je ne parle pas uniquement non plus des syndicats qui nous soutiennent, des associations, je parle de l'ensemble de la communauté républicaine des Français. Et je leur dis, ne vous laissez pas détourner par des polémiques qui sont en réalité absurdes et qui, pour celles et ceux qui les ont subies, font vraiment mal en réalité. Elles font mal parce que les antisémites, évidemment, ils sont à l'extrême droite. Frédéric Boccaletti, qui est député du Rassemblement national, il tenait une librairie négationniste. Il faut tout de même... Il a été condamné plus tôt dans son existence pour violence avec arme à feu. Ces gens-là sont dangereux. Ces gens-là sont dangereux et donc il y a danger sur la République. Il faut non seulement, si vous voulez, faire parer au danger, mais également ouvrir une perspective positive et faire gagner un espoir qui peut être porteur d'un avenir, si vous voulez, qu'on pourrait regarder avec confiance. On a entendu Gérald Darmanin hier dire qu'il pouvait mettre en place la dissolution du GUD en disant qu'il n'aurait la main qui ne tremblerait pas. Jordan Bardella a dit la même chose en disant voilà, je dissoudrai tous les groupuscules qui peuvent porter atteinte à la République ou à la stabilité de l'État, dont le GUD. Est-ce que pour vous c'est une posture ou c'est un signe de changement ? Non, Jordan Bardella utilise et s'appuie sur ce type de problème. Il faut bien voir qu'effectivement le GUD a des méthodes très violentes en réalité. Alors groupe d'extrême droite, je le dis pour nos auditeurs qui ne seraient pas au fait. Tout à fait, ouais, qui a une histoire assez longue désormais. Et Jordan Bardella s'appuie là-dessus, en réalité, pour dire je veux bien m'en prendre au GUD, mais à ce moment-là, on va s'en prendre également aux associations qui, tantôt, défendent le droit à l'accès à l'eau, défendent le droit des migrants. C'est cela qu'il a en tête. Et là encore, je lance l'alerte. Là où l'extrême droite arrive au pouvoir, les premiers qui en sont les victimes, sont... Les gens qui s'organisent pour la solidarité concrète, regardez dans les communes, hop, le secours populaire à chaque fois. Le secours populaire, que propose-t-il? Au moment où la pauvreté explose dans le pays, il propose de l'aide alimentaire, il propose aussi un lieu de socialisation pour les gens, parce qu'on peut venir y discuter, etc. Et voilà ce à quoi le Rassemblement national s'en prend, parce qu'il ne supporte pas la solidarité sans condition. Le Rassemblement national ne supporte pas le fait que nous soyons assis sur un principe fondamental et que nous agissions en fonction de ce principe, à savoir que les êtres humains se valent tous. Qu'en principe, nous sommes toutes et tous égaux. Et c'est la grande histoire de notre pays. La Révolution française, c'est ce qu'elle a dit non seulement pour elle-même, mais c'est ce qu'elle a dit au monde entier. Et voyez-vous, lorsque Steve Bannon, qui était le conseiller de Donald Trump, expliquait son projet politique en allant faire le petit tour des extrêmes droites européennes, il était très clair. Il a dit « Nous souhaitons revenir sur tous les acquis de la Révolution française ». C'est cela qu'il nous faut défendre aujourd'hui. Liberté, égalité, fraternité, déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Voici aujourd'hui la nature de l'élection et la nature du combat politique. Soit vous votez pour la déclaration universelle des droits humains, pour les principes républicains avec le nouveau Front populaire, soit vous votez pour les enterrer avec le Rassemblement national. Et moi, et avec combien d'autres, nous ne laisserons jamais ces principes se faire enterrer. Je vais vous dire quelque chose. De Brest, de Guilher, de Board et de Gouesnou, avec l'histoire sociale qui est la nôtre, avec l'histoire politique qui est celle de Brest, jamais, jamais, jamais nous ne laisserons passer le Rassemblement national. Est-ce que vous craignez, Pierre-Yves Cadanin, qu'au lendemain du 7 juillet, si d'aventure le Rassemblement national confirmait ses scores de l'élection européenne, à savoir envoyer des députés, un nombre conséquent de députés à l'Assemblée nationale, et où Jordan Bardella serait a priori Premier ministre, est-ce que vous craignez qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des colères, en gros que la France rentre dans une forme de résistance? Alors la France et la Bretagne à ce stade, là, vous savez, on a l'impression, le temps s'étant tellement densifié qu'en une semaine, il se passe ce qui se passait en plusieurs mois auparavant. Donc, c'est vrai que ça va très vite. Ça va très vite. Et donc, à ce stade, je ne vais pas commenter une possible victoire du Rassemblement national, car cela me semblerait tellement une défaite générale pour notre pays.
une étrange défaite, pour reprendre les termes de l'historien Marc Bloch, eh bien que je ne souhaite pas que nous allions vers là. Ce qu'il faut, c'est justement faire gagner l'esprit républicain et l'esprit de résistance dans les urnes, en montrant et en envoyant un signal très fort. Et moi, je le vois à Brest. Il y a des personnes qui n'ont pas voté depuis fort longtemps, qui vont se rendre aux urnes le 30 juin et le 7 juillet. Des personnes qui sont à la fois réveillées par la menace de l'extrême droite, mais également par l'union générale des gauches. Et nous avons, de ce point de vue, une responsabilité collective immense. C'est-à-dire que nous devons absolument tenir et chérir à ce que nous venons de constituer. Nous devons gouverner sur les bases du programme que nous avons décidé, et nous devons faire durer l'unité dans le temps, car cette unité-là est plus large que les partis. Et lorsque je vous parle, je ne suis pas le candidat d'un parti, je suis le candidat du Nouveau Front Populaire. Et le Nouveau Front Populaire, ce n'est pas une coalition de partis. Le Nouveau Front Populaire, c'est un espoir large qui réunit des citoyens, des syndicalistes, des associations, le secteur artistique et culturel. Et c'est au nom de tout ça aujourd'hui que je vous parle. Et c'est au nom de cette possibilité que ce côté-là de la société finissent par nous porter du bon côté de notre histoire collective. Parce que, désolé, mais moi je préfère Jean Jaurès, Léon Blum, François Mitterrand à Philippe Pétain. Contrairement au président de la République qui a trouvé bon ces dernières années de faire des hommages à Philippe Pétain dont il disait que c'était un grand général. Eh bien non. Moi, je suis du côté de ceux qui ont fait les congés payés, de ceux qui ont fait la loi sur la laïcité, de ceux qui ont mis la retraite à 60 ans. Pas des autres. Alors, on a vu cette union de la gauche se faire autour du Nouveau Front Populaire. À droite, ça a été plus compliqué. Il n'y a pas eu d'union de la droite. Voilà, je vois sourire. Il n'y a pas eu d'union de... Il faut bien essayer de détendre un peu. Voilà, d'union de la droite. On a vu Éric Ciotti se rapprocher du Rassemblement National. Il y a eu une forme de schisme, on l'a vu s'enfermer dans sa maison. Et s'enfermer dans son bureau. Dans son bureau, voilà. C'est ça. Voilà, avec une petite musique de star, là. Et non, c'est pathétique, en fait. Un moment assez rocambolesque, en tout cas inattendu dans ce parti des Républicains, héritage du gaullisme. Seulement des Républicains ont dit non. Beaucoup ont dit, voilà, nous on reste fidèles à l'esprit du général de Gaulle, à l'esprit de la droite française. Est-ce que si demain il y avait péri dans la demeure, il y a des possibilités de dialogue, de discussion avec cette partie de la droite qui n'ira pas vers le Rassemblement national? De fait, au-delà du spectacle navrant auquel s'est adonné cette famille politique, je veux quand même souligner et signaler que des paroles très claires émergent. Et dans ces paroles très claires, j'entends notamment la voix d'un grand ministre des Affaires étrangères en France, Dominique de Villepin. Dominique de Villepin a dit « Il n'y aura jamais une équivalence à mettre entre le Front Populaire et le Rassemblement National et le combat prioritaire, dit-il. » Au-delà, effectivement, des désaccords qui peuvent exister entre telle ou telle famille politique, mais il dit le combat prioritaire est celui à mener contre l'extrême droite. Et donc, il l'a dit très clairement qu'à titre personnel, il voterait, lui, pour le Front Populaire contre le Rassemblement National. Voici l'esprit de la droite sociale et gaulliste, de la droite républicaine. Et cette parole doit être entendue de nature à ce que tout le monde comprenne bien que la campagne burlesque des macronistes qui je vois sur ma circonscription, qui tient en un mot, c'est la lutte contre les extrêmes. Mais même le Conseil d'État n'est pas d'accord avec eux. Le Conseil d'État a dit par décision de mars dernier, oui, le Rassemblement national est d'extrême droite, non, la France insoumise et le Parti communiste ne le sont pas et ne le sont pas extrêmes, si vous voulez, et sont de gauche. Le Conseil d'État a dit le droit. Il a dit le droit, LFI et le PCF sont de gauche, le Rassemblement national est d'extrême droite. Donc je ne sais pas comment des personnes peuvent prétendre à tout de même une fonction majeure, qui est celle de législateur, sans connaître le droit et surtout en mélangeant tout. Et si l'on mélange tout, on ne saisit pas le contexte dans lequel on est. Et je dois reconnaître à Dominique de Villepin le fait de bien comprendre le contexte dans lequel on est, parce que lui a un rapport particulier à l'histoire de notre pays. Et s'inscrire dans le temps long, s'inscrire dans l'histoire de notre pays, c'est souvent comprendre les dynamiques qu'il traverse aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il y a un point commun entre les responsables du Nouveau Front Populaire et cette droite gaulliste qui, malheureusement, est assez sous-représentée. Parce que, évidemment, Éric Ciotti, lui...
court derrière l'extrême droite pour 2-3 postes. Enfin, vous voyez l'aspect lamentable de cette histoire. On a un regard quand même assez circonspect quand on voit l'état du pays et quand on voit aussi comment cette campagne électorale éclair, si vous me permettez le terme, se déroule avec ce climat de tension, ce climat délétère et cette peur. Alors je dis des extrêmes, mais vous allez me corriger, je le sais. Qu'est-ce qui fait peur finalement, par exemple, à ce qu'on qualifie, je dis bien qualifie d'extrême gauche? Par exemple, sur la circonscription dans laquelle j'ai l'honneur de porter les couleurs du nouveau Front Populaire, il y a une candidature de lutte ouvrière. Bon, lutte ouvrière se revendique de cet espace politique et dit que finalement, selon ce parti, l'essentiel ne va pas passer par les élections. Quant à nous, la France Insoumise, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste et puis la large coalition qui nous soutient, eh bien, nous avons toujours été des forces de gouvernement, sur un programme de rupture, mais des forces de gouvernement. Pour moi, il n'y a aucune raison de nous qualifier d'extrême. N'est-ce pas, d'ailleurs, parce qu'après, si vous voulez, on peut aussi s'amuser à faire perdre, d'une certaine manière, du sens au mot, mais je trouve, par exemple, très peu équilibré les propos du président de la République sur les personnes transgenrières. Oui, qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais pourquoi dit-il ah bah oui, c'est cette fantaisie là où c'est une souffrance tout de même très forte pour un certain nombre de personnes de ne pas voir leurs droits être reconnus. Quelle responsabilité prend-il à son N'est-ce pas extrême? N'est-ce pas extrême de vouloir jouer ainsi avec la vie des gens? N'est-ce pas extrême de dire, comme le dit le président de la République en off selon la presse, et de s'amuser en disant « j'ai dégoupillé une grenade dans leurs jambes en parlant de la dissolution ». Non, ce sont des propos raisonnables. Ce sont des propos d'une personne tout à fait sensée. Bref, s'il faut, si vous voulez, c'est comprendre les enjeux. Il y a la République sociale d'un côté, les héritiers de Blum, de Jaurès, de Mitterrand et des luttes sociales syndicales. Et de l'autre, eh bien, il y a les héritiers de Pétain, de ceux qui trouvaient ça génial d'aller en Algérie tuer des Algériens. Voilà, on revient à quelque chose d'assez fondamental de notre histoire. Et les macronistes ne le comprennent pas toujours. Je parle non pas des gens qui votent, mais je parle du président qui aujourd'hui est en bien mauvaise position pour garantir l'unité de la nation. Il nous reste 3 minutes, Pierre-Yves Cadalin. Je vous le dis, hein, ça va très vite le matin, même si on a du temps pour pouvoir. Mais c'est agréable parce qu'on peut parler chez vous. Eh bien voilà, en tout cas, la parole est libre et constructive, on l'espère, pour tous ceux qui se succèdent, ceux et celles. Hein, voilà, on ouvre à tout le monde évidemment qui se succède au micro de la matinale. Est-ce que c'est une fin de règne pour le président de la République? Enfin, selon vous, la page Macron est tournée? Pour moi, nous sommes dans une phase politique où, en un sens, cela fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu une élection législative en dehors d'un calendrier présidentiel. Donc nous mettons, et d'ailleurs Macron sans doute a son corps défendant, mais un peu de 6ème République dans la 5e. Là, ce qui compte dans 3 semaines, c'est pour quel programme on vote. Quelle orientation politique générale dans le pays on choisit? Et cela fait bien longtemps qu'on n'a pas personnalisé une élection. Donc effectivement, Emmanuel Macron, lui, eh bien, se trouve en fin de règne et peut-être même la 5e République, puisque dans le programme du nouveau Front Populaire, nous souhaitons démocratiser nos institutions, abroger le 49.3, instaurer la proportionnelle et ouvrir, eh bien, une nouvelle phase de la démocratie sociale et politique dans notre pays. Et il fallait que ce soit dit, et vous l'avez dit, Pierre-Yves Cadalin, je rappelle que vous êtes coordinateur de la France Insoumise à Brest et surtout vous êtes candidat du nouveau Front Populaire aux législatives dans la 2e circonscription du Finistère, Brest-Centre. Alors je vous rappelle qu'il y a d'autres candidats évidemment, Tristan Brier pour Renaissance, Denis Kervella pour le Rassemblement National, François Zouard, Les Républicains, Jean-Charles Larsonneur, Divers Centres, Geneviève Henry, Écologie au Centre, Alain Rousseau, Reconquête, Melvin Ita, Décidemos, Rémi Collard, Lutte ouvrière et Martial Kofi qui est situé à l'extrême droite. Voilà pour les autres candidats. Merci beaucoup d'être venu à notre micro ce matin. Belle journée à vous. Belle journée également. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.